Chapitre 5. L'origine de nos pensées, notre mémoire cérébrale. Dans le but d'assurer notre survie, l'évolution a doté notre cerveau d'une mémoire cérébrale qui lui permet de fonctionner comme un ordinateur. Cette mémoire est en effet capable de stocker les informations issues de tout ce que nous expérimentons ou apprenons durant notre existence, et lorsque nous devons faire face à un événement, notre cerveau est capable de faire appel à cette base de données afin de trouver la manière la plus efficace, c'est-à-dire la plus adaptée et la plus rapide, de répondre à cet événement. Nos souvenirs personnels. Plus notre base de données mémorielle est exhaustive, et plus notre réponse aux événements aura une chance d'être optimale. Cette logique nous pousse, tout au long de notre vie, à vivre le plus d'expériences directes possibles, que notre cerveau consigne ensuite sous forme de souvenirs personnels. Nos savoirs partagés. Mais ce n'est pas tout. Grâce au langage évolué et à la capacité d'abstraction qui caractérise notre espèce, les autres êtres humains sont capables de partager avec nous leurs propres expériences, que ce soit par oral ou par écrit. Ces expériences indirectes sont par la suite enregistrées par notre cerveau sous forme de connaissances, de savoirs partagés. Nos conditionnements externes. Dès notre plus jeune âge, nos parents, nos camarades, et plus généralement la société à travers l'éducation, la religion ou encore les médias, nous bombardent de croyances, d'opinions, d'injonctions et de critiques. Le monde est ainsi. Les gens sont comme ceci. Tu es vraiment trop cela. On ne fait pas ça. Tous ces éléments, qui ne nous appartiennent pas mais que nous acceptons inconditionnellement à cause de notre dépendance envers ces personnes et ces institutions, et de notre esprit critique encore peu développé, forment des conditionnements externes qui déterminent en grande partie le regard que nous portons par la suite sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. Mais nous n'héritons pas de nos proches et de la société que de croyances. Nous héritons aussi de valeurs et de principes qui participent de nos conditionnements externes. Valeurs et principes sont des codes moraux et éthiques issus de la culture ou de la tradition et généralement liés à une dimension supérieure à celle de l'individu, que ce soit la famille, la société ou encore la religion. Ces codes s'apparentent à des règles de conduite qui cherchent à orienter nos comportements en définissant ce qui est considéré comme acceptable ou inacceptable, bon ou mauvais, juste ou injuste. Nos blessures affectives. Durant notre enfance, nos parents et nos proches, en ignorant ou en bafouant plus ou moins consciemment certains de nos besoins essentiels, nous infligent des maltraitances qui génèrent par la suite en nous des blessures affectives. Ces blessures, telles que le sentiment de trahison, de rejet, d'injustice, d'abandon ou encore d'humiliation, s'ancrent alors en nous de manière durable. Et lorsque, même une fois devenus adultes, un événement les réactive, elles sont à l'origine de réactions émotionnelles, souvent disproportionnées. Nos traumas. Quand, durant l'enfance, nous sommes victimes d'abus graves ou de maltraitances répétées, notre système peut développer des traumas qui s'impriment, comme nous l'avons vu, à la fois sous forme psychique dans notre cerveau et sous forme physique dans notre corps. Mais ces traumas peuvent aussi provenir d'expériences personnelles intenses, en particulier lors de drames ponctuels, tels que des accidents, des décès ou encore des agressions physiques. Nos peurs et nos phobies. Notre cerveau a été optimisé pour repérer les dangers potentiels et y réagir au plus vite. Mais pas seulement. Grâce à sa faculté d'anticipation, il cherche constamment à deviner ses risques à l'avance. Nos peurs sont le fruit de ce mécanisme de prédiction naturelle. Certaines de nos peurs sont instinctives. Implantées depuis l'aube des temps dans notre cerveau reptilien, elles ont pour objectif de prévenir les dangers physiques immédiats. Mais avec la formation de notre cerveau limbique, dédié à la gestion des émotions, d'autres peurs sont apparues. Ces peurs plus psychiques sont le fruit de nos traumas et de nos blessures affectives, mais aussi de nos conditionnements, de nos souvenirs et de nos savoirs lorsque ceux-ci ont été vécus négativement. Nos croyances propres. Notre cerveau vit dans l'angoisse de ce qui pourrait arriver. C'est ce qui fait de nous des êtres qui avons tendance à imaginer le pire. Alors pour se rassurer, notre cerveau construit, à partir des informations à sa possession, des croyances propres
qui s'ajoute à celle dont il a hérité. Ces croyances nous rassurent, car elles nous donnent le sentiment de savoir comment le monde fonctionne. Je suis comme ceci, les gens sont comme cela, et par extension, de pouvoir mieux prévoir les événements à venir. De plus, en simplifiant notre vision du monde, ces croyances permettent de créer dans notre cerveau des raccourcis qui accélèrent nos prises de décision face aux événements et nous permettent ainsi d'augmenter nos chances de survie. Nos programmes inconscients. Face à une situation inédite, notre cerveau a la capacité de combiner les informations déjà en sa possession et d'ainsi concevoir des réponses nouvelles. Ce mécanisme se double cependant d'un effet secondaire essentiel. Lorsqu'un événement se produit, notre cerveau lui associe en effet de manière subliminale, en plus des émotions qu'il suscite, toutes les circonstances extérieures qui l'accompagnent, telles que le lieu, les sons, les odeurs ou encore les personnes présentes. Ces associations créent dans notre cerveau d'innombrables programmes inconscients qui influencent par la suite nos comportements, sans même que nous en ayons conscience. Notre cobaye, s'il avait chuté dans les escaliers de son école, pourrait par exemple inconsciemment associer l'école à un danger vital et progressivement délaisser ses études sans pouvoir s'en expliquer rationnellement la raison. Chapitre 6. L'origine de nos pensées, notre évaluation des événements. Comme nous l'avons vu, lorsqu'un événement menace un de nos besoins essentiels, notre cerveau réagit aussitôt. Il mobilise toutes ses ressources afin de réaliser l'évaluation la plus juste possible de l'événement, de manière à pouvoir trouver la réponse optimale qui pourra satisfaire au mieux le besoin menacé. Mais avant de pouvoir aboutir à cette évaluation, les informations relatives à l'événement passent par 4 filtres successifs. Nos biais cognitifs. S'il possède des capacités extraordinaires, notre cerveau n'en reste pas moins limité. Incapable de traiter en temps réel les flux d'informations en provenance de nos sens, il cherche à gagner en vitesse de réaction. Pour cela, il fait des tris et crée des raccourcis, les biais cognitifs. Ces biais, généralement inconscients, sont communs à tous les êtres humains. Ils ont pour conséquence, tout comme nos croyances, de simplifier notre vision du monde, mais aussi d'influencer notre manière de le percevoir. Le biais de confirmation, par exemple, nous pousse à rechercher les informations qui confirment nos croyances préexistantes, tandis que le biais de statu quo dénigre les nouveautés et amène de fait une résistance au changement. Nos suppositions. Tout comme notre cerveau, nos sens sont limités. Nous sommes par exemple incapables de voir dans le noir ou de lire les pensées de nos semblables. Il nous est donc impossible, face à une situation, d'obtenir toutes les informations nécessaires à une évaluation correcte. Notre cerveau n'a donc d'autre choix que de tenter de combler ces lacunes en faisant des suppositions. Le souci, c'est que la plupart de ces suppositions sont subjectives, car influencées par nos croyances et conditionnements préexistants, fantaisistes, notre imagination pouvant s'avérer sans limite quand il s'agit de faire des suppositions, et négatives, notre mental ayant tendance à imaginer le pire pour s'en préserver. Nos interprétations. Dans notre besoin non seulement de comprendre, mais de trouver du sens aux événements auxquels nous devons faire face, il s'agit là de l'un de nos besoins essentiels, notre cerveau ne peut s'empêcher d'interpréter ces mêmes événements. Son objectif, réduire l'incertitude en essayant de découvrir derrière les informations évidentes les éléments ou motivations masquées qui pourraient mieux aider à la compréhension de l'événement. Mais là encore, le souci, c'est que ces interprétations sont généralement réductrices, afin de gagner en vitesse de réaction, et subjectives, car influencées non seulement par nos croyances et conditionnements préexistants, mais par nos suppositions, souvent erronées, comme nous l'avons vu. Nos sentiments. Nous l'avons tous expérimenté, un même événement peut provoquer en nous des réponses différentes en fonction de l'état émotionnel dans lequel nous nous trouvons, un état lié aux sentiments qui nous animent au moment de l'événement. Mais notre évaluation dépend aussi des sentiments, conscients mais le plus souvent inconscients, que nous avons associés à ce type d'événement par le passé, à travers nos blessures et nos traumas bien sûr, mais aussi nos simples souvenirs, qui ne sont jamais neutres, mais subjectivés par les émotions qu'ils ont provoquées en nous sur le moment. Ces deux types de sentiments représentent un filtre
qui colore lui aussi notre évaluation de l'événement. Nos jugements. C'est donc à partir des informations très parcellaires captées par nos cinq sens, passées au tamis déformant de nos biais cognitifs, agrémentées de nos suppositions souvent trompeuses, déformées par nos interprétations généralement hasardeuses et manipulées par nos sentiments liés à notre passé, que nous échafaudons de manière totalement involontaire et inconsciente notre évaluation des événements. Mais à cause de la partialité de tous ces paramètres, notre cerveau est incapable de formuler une évaluation factuelle et rationnelle de l'événement. À défaut, il produit donc un jugement totalement subjectif. Nos pensées. C'est ce jugement subjectif qui introduit dès lors dans notre esprit une pensée à l'origine de la réponse mentale affective que nous avons détaillée précédemment. Il est à noter que si certaines de ces pensées jaillissent dans notre esprit de manière consciente, ce qui nous permet alors d'œuvrer de manière réfléchie et volontaire à la satisfaction de nos besoins, la plupart restent inconscientes. Elles n'en influencent pourtant pas moins nos réponses face aux événements, sans même que nous le réalisions. Chapitre 7. Résumé et conclusion. Les caractéristiques de nos pensées. Nous venons de voir que la plupart de nos comportements sont motivés par les pensées que nous formons à propos des événements auxquels nous sommes confrontés. Or, nos pensées ne nous appartiennent pas. La plupart d'entre elles sont en effet le fruit de conditionnements externes, c'est-à-dire de croyances, de valeurs, de principes qui nous ont été imposés dès notre plus jeune âge et que nous n'avons jamais questionnés. Nos pensées ont tendance à être négatives et passéistes. Nombre d'entre elles sont en effet issues des traumas, blessures et peurs de notre passé. Cette négativité est de plus accentuée par nos conditionnements biologiques, orientés vers la survie, qui nous poussent à voir des menaces partout. Nos pensées ne sont pas fiables. À cause de nos limitations physiques et cognitives, nos pensées sont basées sur une perception de la réalité qui est à la fois incomplète et faussée par des biais qui ne nous laissent voir que ce que nous choisissons de voir. Nos pensées ne sont pas rationnelles. Comme nos pensées passent toutes à travers le filtre de nos émotions, il nous est impossible de faire l'expérience des événements. Nous ne pouvons que faire l'expérience des émotions que suscitent en nous les événements, une expérience émotionnelle totalement subjective. À l'aune de ce constat, il pourrait sembler absurde de nous fier à nos propres pensées, qui ne parlent pas de qui nous sommes en tant qu'individus, mais de la manière dont nous avons été conditionnés et avons traversé émotionnellement les événements de notre passé. C'est pourtant ce que nous faisons jour après jour, en nous identifiant à nos pensées et en leur attribuant ainsi un pouvoir démesuré sur nos vies. Réaliser que la plupart de nos pensées ne sont en réalité que des cours mentales trompeuses qui nous emprisonnent dans des schémas comportementaux récurrents, nous permet de poser un regard distancié sur elles et de nous en libérer. Nous ne sommes pas nos pensées. Les caractéristiques de nos émotions. À partir des processus que nous avons mis en exergue au cours de cette présentation, il est possible de définir certaines caractéristiques de nos émotions. Nos émotions sont subjectives et personnelles. Nos émotions découlant de nos pensées, elles parlent essentiellement, tout comme elles, de notre histoire personnelle, c'est-à-dire des conditionnements psychiques et des blessures émotionnelles que nos expériences passées ont figées en nous. Nous ne pouvons pas contrôler nos émotions. Nos émotions sont induites par des processus biochimiques qui échappent à notre contrôle. C'est seulement 1. En s'attelant à satisfaire nos besoins essentiels, 2. En modifiant notre manière de juger les événements, et 3. En soignant nos traumas et nos blessures, que nous pouvons les faire évoluer. Nous ne pouvons pas nous affranchir de nos émotions. Nier ou refouler nos émotions, c'est prendre le risque qu'elles se muent en pulsions et n'en deviennent que plus instables et violentes. C'est aussi se couper du système de monitoring de nos besoins essentiels, et donc se condamner indéfiniment à l'insatisfaction. Nous sommes responsables de nos émotions. Nos émotions étant le fruit de notre rapport personnel à nous-mêmes et au monde, nous en sommes totalement responsables. Blâmer les autres pour les émotions qui nous animent est donc non seulement injuste, mais contre-productif. C'est s'attaquer aux messagers plutôt qu'aux causes réelles de nos insatisfactions. À l'origine, simple outil de surveillance et de motivation lié à la satisfaction de nos besoins, nos émotions ont fini par devenir une finalité en elles-mêmes et prendre ainsi le contrôle de nos vies. À tel point que nous avons l'habitude de nous identifier à elles. Nous disons « je suis en colère » plutôt que « une émotion de colère m'a traversé ».
Comprendre les causes profondes de nos émotions nous permet de poser un regard neuf sur elles et de réaliser que nous ne sommes pas nos émotions de la même manière que nous ne sommes pas nos pensées. Il s'agit là du premier pas vers la reconquête de notre pouvoir personnel. Nos insatisfactions. Nous venons de le voir, nos limitations, nos biais et nos conditionnements nous poussent à porter des jugements erronés et exagérément sombres à propos des événements auxquels nous sommes confrontés. Les pensées et les émotions qui en découlent s'avèrent par conséquent souvent négatives et douloureuses, et les réponses que nous y apportons, généralement inefficaces, voire contre-productives. Nos besoins essentiels n'étant dès lors jamais pleinement assouvis, nous vivons dans une insatisfaction permanente qui nous pousse vers des comportements addictifs dont le but inconscient est de taire les pensées et les émotions qui tentent de nous alerter. C'est cette boucle qu'il est nécessaire de briser pour enfin trouver la sérénité.